Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes comme tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité avec deux thèmes seulement et donc du temps pour nos invités experts pour creuser ces sujets. Et voici le sommaire de ce 9 janvier qui restera dans la chronique de la 5e République comme le jour de la nomination du plus jeune Premier ministre de notre histoire. À 34 ans, Gabriel Attal succède à Elisabeth Borne qui l'a remercié pour sa loyauté. Tu as la détermination et l'énergie pour mener une équipe et porter les projets nécessaires pour notre pays. Tu as aussi cette volonté de tenir, de respecter la parole donnée. Le plus dur commence pour Attal, le super communicant. Comment va-t-il imprimer sa marque et sortir de l'image de celui qui doit tout à Emmanuel Macron? On en débat juste après ces titres. Et puis dans 45 minutes, cette question, l'année 2024 permettra-t-elle à l'Ukraine de gagner la guerre contre l'envahisseur russe? La contre-offensive lancée au printemps est un échec. Les missiles de Moscou s'abattent de nouveau sur les grandes villes du pays et le soutien occidental s'effrite. Comment Volodymyr Zelensky et ses généraux peuvent-ils sortir de ce qui ressemble de plus en plus à une impasse? Réponse dans 45 minutes donc. Mais d'abord, le portrait du nouveau Premier ministre avec Jérôme Rabier. C'est seul et à pied que Gabriel Attal est arrivé à Matignon, saluant poliment les forces de sécurité dans son nouveau costume de Premier ministre. À seulement 34 ans, il devient le plus jeune chef de gouvernement français de l'histoire, une précocité qu'il brandit comme un étendard, assumant la filiation avec Emmanuel Macron. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Du PS, où il adhère en 2007 au petit cercle des premiers marcheurs qui s'engagent derrière Emmanuel Macron en 2016, son ascension en coulisses était déjà éclair. Mais en 2017, dans la foulée de l'élection de son mentor, il passe aussi à la lumière, devenant député des Hauts-de-Seine à 28 ans. Un an plus tard, en 2018, il entre au gouvernement comme secrétaire d'État en charge du service national universel. À 29 ans, déjà un record de précocité sous la 5e République. Un gouvernement qu'il ne quittera plus, en devenant même le porte-parole en 2020, un poste exposé qui le fait connaître du grand public. Après un passage au budget, c'est l'été dernier qu'il obtient un ministère autant rêvé que redouté, celui de l'éducation nationale. Il faut en revenir à des choses simples. Le respect du professeur et de son autorité, la maîtrise des savoirs fondamentaux, le respect de la laïcité. Rue de Grenelle, il imprime son style et son tempo médiatique en lançant à la rentrée l'interdiction de l'abaya, puis s'engageant sur le dossier du harcèlement scolaire. Un passage trop court pour en faire un bilan, mais il promet de faire de l'éducation une priorité de sa nouvelle fonction, dont il fixe déjà la méthode. Mettre en place des actions fortes, concrètes, sans tabou. Dire la vérité, agir sans attendre. Voilà ce que sera mon action à la tête du gouvernement de la France. Une doctrine mise en pratique dès cet après-midi, en se rendant immédiatement après la passation de pouvoir dans le Pas-de-Calais, au chevet des sinistrés des inondations, pour montrer sa volonté d'être au plus près des Français sur le terrain. On débat donc autour de la personnalité de Gabriel Attal. Quelle sera la marge de manœuvre du nouveau Premier ministre? Comment peut-il imprimer sa marque? À quoi pourrait ressembler son premier gouvernement? Et on répond à toutes ces questions avec Adélaïde Zulfikar-Patzig. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice générale de BVA France. Florent Vadillo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le président de l'ETERI et vous êtes enseignant à Sciences Po. Stéphane Vernet, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction Ouest France à Paris et puis auteur de ce livre Déjeuner secret dans les coulisses de la réforme des retraites aux éditions Ouest France. Je l'ai lu pendant mes vacances, c'était passionnant. Merci du cadeau. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir et bienvenue, vous êtes spécialiste en communication politique, éditorialiste pour Sens Public. Allez, je vous ai demandé de me prêter un petit jeu, premier tour de table pour qualifier le choix de Gabriel Attal en un mot. Adélaïde Zulfikar-Patzig, quel est votre choix? Judicieux. Judicieux, je le note en même temps. Judicieux. Florent Vadillo. Attendu. Attendu. Stéphane Vernet. Audacieux. Émilie. Malin. C'est plutôt positif quand même. Allez, on rentre dans le détail. Pourquoi c'est judicieux?
C'est judicieux pour plein de raisons. D'abord parce que Gabriel Attal est une personnalité montante, appréciée d'une partie importante des Français. Et quand je dis importante, c'est surtout dans le spectre politique que ça recouvre. On verra plus tard, mais il est apprécié à gauche comme à droite, y compris au RN par une partie des électeurs. Il a un certain nombre de qualités sur lesquelles on pourra revenir. Et puis, il est sans doute celui qui incarne le plus aujourd'hui le « en même temps » originel d'Emmanuel Macron, ce qui a fait sa force, ce qui a fait ce pourquoi il a été élu, en grande partie, je pense notamment à son premier mandat, et qui s'est perdu au fil du temps. Et donc, aujourd'hui, Gabriel Attal est peut-être en mesure d'incarner justement ces deux jambes, gauche et droite, du président. Alors, est-ce que pour autant, ça sera suffisant pour redonner un souffle, un nouveau souffle à ce mandat? J'en doute un petit peu, mais en tout cas, on va dire que dans la configuration qui était la sienne, je pense que c'était sans doute le meilleur choix qu'il pouvait faire. Ça, on y reviendra évidemment sur ce second souffle ou nouveau souffle à espérer. Pourquoi est-ce attendu? Vous aviez d'ailleurs dit, quand on prépare l'émission, attendu et déroutant. Voilà, j'avais entendu mais déroutant. Mais comme je l'ai dit, il y a un seul mot, vous êtes resté sur attendu. Je me suis plié aux règles. Oui. Attendu parce que ça fait depuis déjà plusieurs jours que le nom est de plus en plus récurrent, qu'il a fait une entrée extrêmement remarquable et remarquée comme ministre de l'Éducation nationale, ce qui n'est pas neutre dans un gouvernement. Peut-être aussi parce que je suis le lecteur de Sud-Ouest et que quand on avait la une, c'était qui pour Matignon et on voyait Gabriel Attal. Donc le message était subliminal. Et puis déroutant parce que, en réalité, quelle est la leçon politique? Elisabeth Borne a-t-elle échoué sur une stratégie propre? Je ne le crois pas. Elle a suivi celle que le président de la République voulait. Était-elle moins bien placée que Gabriel Attal pour mener des discussions avec l'Assemblée nationale? La preuve a montré que sur la loi immigration, elle a réussi à aboutir. Et quel est le... Au prix d'une fracture interne à la majorité relative. Mais bon, certes, la loi est passée. La loi est passée et avec une négociation politique. Oui. Et enfin, quel est le bilan, quelle est l'énergie nouvelle que Gabriel Attal va apporter au-delà de ce qui est pour l'instant une série de coups politique, médiatique. Je ne sais pas quel est son bilan, en fait, en 7 ans de présence au gouvernement. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va imprimer comme méthode à Matignon. Ça, effectivement, c'est une des critiques assez justifié quand même, c'est-à-dire qu'il a tellement enchaîné les postes qu'il n'est pas resté assez longtemps pour avoir un bilan. Stéphane Vernet, vous disiez audacieux de la part du président, pourquoi? Oui, audacieux parce que on est dans un contexte périlleux. 2024, c'est quand même l'année de tous les dangers, du point de vue international, du point de vue de l'équilibre des comptes publics. On a une échéance électorale avec les européennes, qui sont des élections de mi-mandat, qui comptent énormément pour le président de la République et qui sont un gros enjeu politique. Et en fait, par rapport à ça, il y avait la volonté de créer un sursaut, une rupture, parce qu'il aurait pu garder Elisabeth Borne, qui a rempli la mission que le président de la République lui avait fixée. En fait, elle n'a pas démérité, elle a fait le job. Il n'y avait pas de raison de changer de Premier ministre, si ce n'est pour affronter notamment ces échéances électorales, les européennes. Et il fait le choix, pourquoi je dis audacieux, parce qu'il fait le choix de quelqu'un qui est très très jeune. Donc Gabriel Attal, il a beau être jeune, c'est un animal politique, il est brillant, il a du talent. Il n'empêche qu'il n'a que 34 ans et il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense qu'il y a la volonté à la fois de montrer pour Emmanuel Macron que c'est toujours lui qui a les clés du camion, qu'il a beau avoir un pouvoir qui est dans une impasse, il n'y a pas une impuissance du pouvoir. Et il choisit effectivement quelqu'un de très jeune, inexpérimenté par bien des aspects, mais qui en même temps, il a eu plusieurs postes, c'est vrai, et dans le dernier, on ne peut pas dire qu'il soit resté suffisamment longtemps pour avoir un vrai bilan. N'empêche que ce qu'il a montré en étant ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'il était capable de prendre des décisions et de les assumer, et des décisions fortes sur la baya, sur le harcèlement scolaire. D'imprimer dans l'opinion, surtout. Ah oui. Alors, on y reviendra sur l'image qu'il a, mais au-delà de ça, c'est quand même quelqu'un qui, à 34 ans, est capable de dire « Moi, je prends des décisions, je les assume, et je vais au bout. » Alors que beaucoup de ses prédécesseurs ou beaucoup d'autres ministres, en fait, finalement, ne décidaient pas. C'est-à-dire qu'ils réagissaient dans l'urgence, ils expliquaient, ils remettaient des éléments de contexte, mais ils ne prenaient pas de décision très forte. Et lui, il a pris plusieurs décisions fortes, et je pense que c'est aussi ça, le pari du président de la République, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Oui, il a repris, c'était une citation, évidemment, il a repris ce terme, audace et mouvement, c'est les deux termes que Gabriel Attal a utilisés lors de son discours de passation de pouvoir. Vous dites malin. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est le changement.
pour les figures, mais dans la continuité, parce que comme vous l'avez dit, c'est le meilleur porteur du en même temps. Donc quelque part, il va continuer cette espèce d'équilibre difficile du en même temps. Et surtout, moi je pense que c'est malin vis-à-vis des élections européennes qui arrivent, et on a entendu Emmanuel Macron désigner son adversaire dans les vœux, enfin à mots cachés, le Rassemblement national. Et on voit bien ça va être le match des trentenaires. On voit le match des trentenaires, on voit ces deux figures qui émergent, ces hommes politiques de la nouvelle génération, Jordan Bardella, Gabriel Attal. On a l'impression que c'est un animal politique qui peut faire le poids vis-à-vis de ce candidat, de cette tête de liste aux européennes. Et là, on sent que le quinquennat, il prend en tout cas ce sens-là vis-à-vis du RN, parce que globalement, sur le fond, on ne voit pas tellement ce que ça va apporter, à part cette personnalité assez étonnante et détonnante. Ouais. Gabriel Attal qui a réservé son premier déplacement de Premier ministre au Pas-de-Calais, région multi-inondée depuis des mois. Je vous propose une séquence. Il est avec une buraliste qui est victime de ces inondations. Le message, il est assez clair, je suis proche des Français. C'est toujours important d'avoir des capteurs sur le terrain qui permettent de voir si ce qu'on décide d'en haut arrive jusqu'au premier concerné. Mais vraiment, je sais que c'est dur à entendre. Quand je viens là, vous vivez ça depuis des mois, je sais que c'est dur à entendre. Mais ne vous démoralisez pas. Vraiment. Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin pour accueillir des clients, pour faire vivre tout un village. Oui, tout à fait. Vous ne baisserez pas les bras. Ça se sent. Ça se sent. On sera là pour vous. Pas certaine, mais on sera là pour vous. Bon, un peu de démagogie, en même temps c'est un homme politique. Adélaïde Zulfikarpatsic, c'est le premier de la classe quand même, enfin le premier de la classe populaire, on va dire ça comme ça, qu'Emmanuel Macron a choisi, parce que c'est le plus populaire des ministres dans l'opinion. Est-ce que pour vous c'est vraiment un élément important, voire très important du choix d'Emmanuel Macron, dans les raisons qui ont mené Emmanuel Macron à ce choix? Je ne sais pas si c'est ce qui a conduit Emmanuel Macron à faire ce choix. En tout cas, c'est certain que par rapport à l'ensemble des ministres et même globalement à l'ensemble des personnalités politiques actuelles, qu'on parle du gouvernement, de l'opposition, des oppositions, il est vraiment une figure montante. On a vu d'ailleurs sa popularité monter de manière vraiment exponentielle depuis qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale en juillet. Alors justement, il vient de la gauche, on l'a vu dans le portrait, il a été militant socialiste, mais est-ce qu'il a aussi beaucoup de soutien à droite, notamment grâce à ce qu'il a annoncé rue de Grenelle ? Exactement, c'est assez frappant. Je regardais avant de venir comment est-ce que s'articulait sa popularité. Il est à la fois la deuxième personnalité politique préférée, je mets de côté le président derrière Édouard Philippe, des sympathisants de la majorité, mais il est également la quatrième personnalité préférée des sympathisants PS, ce qui est pas mal. Il est devant des personnalités comme Christiane Taubira, Bernard Cazeneuve. Il se classe aussi très bien chez les sympathisants LR, donc il est globalement apprécié de l'ensemble du spectre politique, et on voit bien quand on regarde un peu dans les enquêtes d'opinion ce qui nous est dit que effectivement les sympathisants de gauche reconnaissent encore cette affiliation au PS, et on voit que les électeurs de droite ont apprécié son passage au ministère de l'Éducation nationale et cette volonté notamment de restaurer l'autorité. On voyait dans l'extrait que vous avez montré le rapport aux professeurs, le respect des professeurs, l'autorité. Il y a eu effectivement l'interdiction de la baya. Donc il a réussi, pour l'instant encore une fois, il arrive à séduire entre guillemets à la fois une partie de l'électorat de gauche et l'électorat de droite. Ouais, mais les valeurs de gauche, ces valeurs d'origine, on va dire ça comme ça, Florent Wadillo, on les a, j'allais dire peu entendues pendant le débat sur l'immigration. Il a été discret, Gabriel. J'étais en train d'essayer de me souvenir s'il y avait eu une intervention forte de la part de Gabriel Attal sur la réforme des retraites. J'essaie de me souvenir aussi. Donc en fait, il a géré une rente politique, un capital politique qui est fondé sur l'indistinction. Parce qu'effectivement, comme il vient de la gauche, on peut estimer qu'il est une personnalité de gauche. Bon, comme il a pris des thèmes qui étaient employés par la droite et qu'il a tranché sur des questions qui n'étaient pas non plus d'une difficulté majeure, mais il l'a tranché. Il est identifié à droite. Je pense que Matignon va l'obliger à sortir de l'indistinction. Oui, parce que sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Il devra donc porter une politique sur laquelle il a été parfois extrêmement discret. Et donc j'aimerais savoir par exemple ce qu'il a pensé de la loi immigration, parce que je n'ai pas souvenance d'une seule interview sur laquelle il soit venu en soutien de sa première ministre ou de Gérald Darmanin. Ouais. Dans plusieurs interviews, Gabriel Attal, avant d'être nommé à Matignon, avait déclaré je dois tout à Emmanuel Macron. Alors, il ne l'a pas redit en ces mots, mais il a quand même rendu hommage au président de la République. Un peu un passage obligé lors de son discours de passation de pouvoir avec Elisabeth Borne. Écoutez. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je veux avoir à nouveau une pensée pour le président de la République.
lui redire toute ma gratitude, toute ma fidélité. Stéphane Vernet, quand on dit ça, je dois tout à Emmanuel Macron, qu'on devient Premier ministre et qu'on est un animal politique ambitieux, tout le monde le dit, qui donc va vouloir imposer sa marque. Il y a là un défi quand même très compliqué. Comment va-t-il faire pour sortir d'une critique? Moi, j'étais à un moment, vous savez, on cherche des titres entre nous. À un moment, j'ai dit, tiens, on pourrait faire Gabriel Attal, la voix de son maître. Ce qui était très dur, donc on ne l'a pas choisi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Cette critique-là, elle va apparaître assez vite. Non, alors, c'est un fidèle à la première heure. En fait, il a rejoint les macronistes dès 2016. Hein, donc oui, il a commencé, il a été d'abord militant au Parti Socialiste, membre du Parti Socialiste. Il a commencé au cabinet de Marisol Touraine. Mais j'ai envie de dire, c'est loin. C'était il y a longtemps. Oui. Donc l'ancrage à gauche de Gabriel Attal, moi je suis pas certain. L'espèce d'en même temps construit par le président de la République au fil des années, je pense que plus on avance et plus il penche à droite. Et je pense que Gabriel Attal est dans la même trajectoire. La proximité, elle est là. Après, si la question c'est comment imprimer sa marque, c'est ça. Voilà. Alors moi, je pense que c'est une question de personnalité et tout le monde est en train de dire oui, il n'y arrivera pas, etc. Ça va être une marionnette, il sera au service du président. Vous avez des éditorialistes ou des commentateurs qui disent en fait, c'est un Emmanuel Macron bis, une espèce de doublure. Il sera transparent. Moi, je crois pas. Je crois que pour avoir fréquenté assez régulièrement ces dernières années, l'avoir rencontré à de nombreuses reprises, Gabriel Attal, je pense qu'il a beaucoup de personnalité et que ce sera pas juste un clone du président de la République. Je pense qu'il est très fidèle et il sera comme il était très fidèle à Jean Castex ou à Elisabeth Borne. Jean Castex, on rappelle qu'il a été son porte-parole au gouvernement quand Castex était à Matignon. Il y avait une vraie proximité, enfin voilà, et il a fait preuve de la même loyauté vis-à-vis d'Elisabeth Borne et je pense qu'il est tout dévoué au président de la République, mais ça ne veut pas dire que ce sera juste une marionnette au service d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il a la possibilité et les qualités nécessaires et la personnalité pour imprimer sa propre marque. Après, on verra l'usage. Ouais, alors tout le monde, en tout cas, il aura un atout, c'est son talent, son art de la communication. Émilisa Pasqui, c'est votre expertise, enfin l'une de vos expertises. Est-ce que vous aussi, vous nous dites, c'est quand même un communicant hors pair? Oui, il faut le dire. Gabriel Attal, depuis ses premiers pas dans la politique, globalement, c'est une bête de communication. Un exemple juste avec les réseaux sociaux, puisque c'est quand même le monde moderne de la com. En novembre 2023, donc ministre de l'Éducation nationale, il crée un canal WhatsApp qui est dédié aux familles et aux élèves. Et c'est une première pour un ministre de l'Éducation nationale. Les parents ne peuvent pas poser des questions, il ne faut pas pousser quand même, mais ils peuvent lire les publications qui sont très, très, très régulièrement faites jusqu'à hier. Hier, il y avait encore donc une information sur un temps d'apprentissage du respect de l'autre et de l'empathie qui est mis en place dans les écoles. En fait, la jeunesse de Gabriel Attal, ça lui permet d'être davantage à l'aise dans les réseaux sociaux et plus généralement dans les médias qu'aucun autre membre du gouvernement, même si on a eu des Jean-Baptiste Djebbari, si vous vous souvenez, ministre des Transports, qui était très présent sur TikTok. Ouais. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il est obsédé par la communication? Je pense qu'il a compris que ça lui donnait vraiment de la personnalité et ses opérations sont souvent très réussies. On en a parlé, la mise en scène de ses décisions très fermes sur le harcèlement annoncé dès l'été de sa nomination, avec au passage un témoignage poignant, c'est la séquence émotion sur sa propre histoire. Il l'avait fait notamment dans l'émission 7 à 8. Tout à fait. L'interdiction de la baya aussi à l'automne, le plan choc des savoirs après nos piteux résultats dans le baromètre PISA, l'expérimentation de l'uniforme. En fait, l'homme, et c'est rare en Macronie, il sait parler aux Français, il comprend, ou en tout cas il donne l'impression de comprendre ce que les Français vivent au quotidien. Résultat, et on l'a dit, il s'est vite hissé parmi les personnalités politiques préférées des Français, talonnant l'indétrônable Édouard Philippe. Il fait même partie, attention, du trio avec qui les citoyens français préféreraient boire une bière, c'est le Beer Test. J'adore ce classement, de décembre. Le Beer Test. Voilà. Et il est toujours aux côtés de l'ancien Premier ministre et de Marine Le Pen. Autre atout, et on en a parlé aussi, c'est payant pour Emmanuel Macron, il assume complètement le en même temps, capable de séduire la gauche, d'où il vient, et la droite, à qui il sait parler, avec les fameux mots magiques, abaya, uniforme, autorité. Peu importe aussi si les mesures qu'il lance ne sont pas trop suivies dans le temps. On parlait de bilan, on ne sait pas trop, comme son plan antifraude qu'il avait lancé quand il était ministre des Comptes publics, ou alors, peu importe, s'il ne traite pas finalement les problèmes de fond, il y a quand même un problème d'attractivité pour les métiers de l'enseignement et l'éducation nationale. Ce qui compte pour lui, c'est moins le savoir-faire
que le faire savoir. Alors là, on a été plutôt dans le positif. Quel revers peut-il y avoir à cette hyper-communication ? Le risque principal, c'est que le grand chef, même s'il n'est plus dans la course pour 2027, le jalouse un peu trop. On a l'impression qu'Emmanuel Macron a dû lutter contre sa propre nature pour choisir un homme politique plus jeune, plus populaire que lui, une figure qui brille déjà beaucoup et qui risque évidemment de lui faire de l'ombre. Mais il semblerait que c'est le prix à payer pour lancer ce deuxième quinquennat qui, après 1 an et demi, peine décidément à démarrer. Alors, vous nous l'avez dit, à la question du bilan, on va faire un focus pendant quelques minutes sur son passage éclair rue de Grenelle, donc au ministère de l'Éducation nationale. 4 mois, et on en parle tout de suite avec Adrien Brachet, qui est journaliste éducation à Marianne, contributeur à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Adrien Brachet, merci d'avoir accepté notre invitation. On peut dire ce soir que ce ministère aura été ou n'aura été qu'un tremplin. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de son passage éclair ? Alors disons que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur l'aspect de la communication. Disons que après un Pape Ndiaye qui était jugé assez timoré, assez prudent, dès son arrivée, Gabriel Attal a su répondre à une forme de demande de l'opinion sur l'autorité des professeurs, fermeté sur la laïcité avec la question de l'abaya. Donc il a tout de suite appuyé d'une certaine manière sur des touches de piano qui fonctionnent très bien pour les Français. Il a su aussi avoir un poids politique, par exemple, pour arracher en décembre à la dernière minute des postes d'enseignants qui auraient dû être supprimés pour pouvoir mettre en place ces différentes mesures du choc des savoirs. Donc là-dessus, il a su se faire une place, on va dire. En revanche, derrière peut-être cette boulimie d'annonces et de présence médiatique qu'il a eue, on ne peut pas dire qu'il est réellement un bilan en 4 mois ou en 5 mois. C'est une gigantesque machine, l'éducation nationale, c'est plus de 12 millions d'élèves, 1,2 million de personnels affectés. Donc on ne peut pas en 4-5 mois avoir un vrai bilan. Et y compris sur les mesures de son choc des savoirs, certaines sont un peu contestées, notamment par la recherche scientifique. On ne sait pas encore exactement comment elles vont se mettre en place, comment les moyens vont être distribués. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes et il y a surtout un gros chantier qui devait être traité en janvier qui finalement n'a pas encore été traité du fait de ce départ à Matignon, qui va probablement l'être prochainement, mais qui est un dossier central, qui est la question du recrutement et de la formation des enseignants. Il devait y avoir des annonces en janvier et comme ça a été très bien dit sur le plateau, on ne peut pas résoudre les problèmes de l'éducation nationale sans résoudre le problème de l'attractivité de la profession. Je rappelle qu'au dernier concours enseignant, il y avait encore près de 3000 postes non pourvus. Restez avec nous, Adrien, j'ai encore une question à vous poser. Florent Vadillo, il a dit, Gabriel Attal, tout à l'heure, qu'il allait emmener avec lui la cause de l'école à Matignon. Est-ce que ça veut dire que celui ou celle qui va lui succéder sera sous surveillance ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que le portefeuille du ministère de l'Éducation nationale va être extrêmement complexe à gérer. D'abord parce que le nom sera extrêmement attendu, très scruté. Et ça ne sera évidemment pas un profil Pape Ndiaye. Ce sera plus proche d'un Jean-Michel Blanquer. Et puis parce que, précisément, le départ assez précoce de Gabriel Attal sur des promesses devront nécessairement être tenues dans les temps. Et donc, le Premier ministre aura, à mon avis, à cœur de porter la poursuite de son discours. Et d'autant que c'est un thème qui se répercute immédiatement sur les familles françaises. Et donc, s'il arrive à marquer de son empreinte le thème éducatif, il aura réussi une certaine chose et on pourra le créditer d'une continuité, en tout cas dans la volonté. Tout ça, ce sont des si. Évidemment, on est encore... c'est normal, c'est son premier jour à Matignon, à l'heure des hypothèses. Adrien Brachet, dernier mot, comment ça se passait avec les syndicats ? Que disaient les syndicats, d'ailleurs s'il y a une méthode Attal, de la méthode Attal ? Alors il y avait plusieurs avis en fonction des syndicats. Beaucoup ont été assez critiques de son plan sur le choc des savoirs, considérant que les mesures qu'il prenait n'allaient pas forcément dans le sens de ce que la recherche considérait comme étant les bonnes solutions. Néanmoins, certains ont été satisfaits des postes qu'il a pu arracher en décembre dernier, et notamment je parlais tout à l'heure à des chefs, à des syndicalistes chefs sur les questions d'éducation à l'UNSA, et qui me disaient qu'ils lui reconnaissaient quand même d'avoir cette capacité à toujours dialoguer, à se rendre disponible, c'est-à-dire qu'à la fin, ils ne penchent pas forcément dans le sens des syndicats, mais ils lui reconnaissent une capacité à discuter, à être à l'écoute, ce qu'avait peut-être un peu moins réussi Jean-Michel Blanquer.
Merci beaucoup Adrien Brachet pour cette intervention. On va vous envoyer des livres pour votre bibliothèque. Peut-être celui de Stéphane Vernet. Voilà, on va vous aider à remplir cette bibliothèque désespérément vide derrière vous. Je ne sais pas si on l'a bien vu. Bref, pardon de cette mauvaise blague. Merci en tout cas d'avoir participé à notre émission. Je voudrais qu'on parle de la qualité de débatteur, tiens, peut-être de Gabriel Attal. Je me tourne vers vous, Adélaïde Zulfikar-Patrick, parce que moi j'ai le souvenir, c'est peut-être ses premières armes en politique. On est, je crois, en décembre 2018, quand l'Arc de Triomphe est saccagé par des gilets jaunes. Il y a nos confrères de France Télé, de France 2 qui montent un débat un peu dans l'urgence. Ils se retrouvent face à Jean-Luc Mélenchon et d'autres, et là ils se révèlent. Comment c'est perçu par les Français? Je veux dire ce que je veux dire. C'est quelque chose qui infuse, qui est directement ressenti. Comment ça peut être perçu, ça? Un homme politique ou une femme politique qui sait débattre, qui va au combat. Oui, j'allais dire, c'est peut-être pas tant le fait qu'il débatte que le fait qu'il ait une sorte de courage de descendre dans l'arène et de prendre la parole et de défendre ses convictions. Parce qu'il y avait beaucoup de ministres qui avaient refusé. C'était placé aux abonnés absents. Exactement, et c'est des qualités qui lui sont reconnues, parce qu'on le disait tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane Vernet qui disait, en fait, je pense qu'il va imprimer quelque chose et il donne l'impression d'être en capacité de prendre des décisions qui s'imposent. Et c'est effectivement, quand on regarde un petit peu les traits d'image détaillés sur lesquels il est évalué, c'est quelque chose qui lui est effectivement reconnu. Les Français nous disent dans les qualités qui sont les plus reconnus. Alors, outre le fait qu'il est sympathique, on juge une certaine compétence, on nous dit qu'il est capable de prendre les décisions qui s'imposent. Et effectivement, c'est pas tant le caractère, encore une fois, sa qualité de débatteur, que cette espèce de courage, cette audace. Et il donne l'impression de quelqu'un, effectivement. Alors, il donne aussi l'impression d'avoir des convictions, d'être en capacité de les défendre avec une certaine dose d'honnêteté et de sincérité. En revanche, j'aimerais juste compléter, parce que tout à l'heure, on montrait le reportage où il allait, son premier déplacement en tant que Premier ministre. On disait, il incarne, enfin, en tout cas, il essaye d'incarner une forme de proximité. C'est pas quelque chose que les Français lui reconnaissent. En tout cas, c'est pas une de ses qualités premières. J'ai une quinzaine de traits d'image sur lesquels on l'a évalué. C'est quelque chose qui ressort quand même un petit peu en retrait par rapport à justement ces notions à la fois de compétence, d'honnêteté, de sincérité. La proximité, c'est quelque chose qu'on reconnaît davantage encore aujourd'hui à Marine Le Pen qu'à Gabriel Attal. Mais voilà, donc c'était pour nuancer un petit peu ce portrait. Alors, on a évoqué la question de finalement la colonne vertébrale un peu idéologique d'un Gabriel Attal. Stéphane Vernet, qu'est-ce que vous en dites de ça? Pour la communication, tout le monde est d'accord. Il est très bon, ok, et on va le jauger ou le juger à l'aune de Matignon, où il faut prendre parti sur tous les sujets. Mais justement, est-ce qu'il y a une colonne vertébrale idéologique? Alors, on en parlait, on l'évoquait aussi tout à l'heure sur le côté, est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est à droite, il vient de la gauche, etc. Moi, je pense qu'en fait, je pense qu'il est très macroniste, il est très pragmatique. Et en fait, il s'inscrit aussi dans une société qui est en train de changer et qui tend de plus en plus vers la droite. Et je pense que l'intelligence de Gabriel Attal et un de ses talents, c'est d'avoir ce sens politique et de sentir les choses ou de les flairer. Et son discours, il est aussi très adapté à un certain nombre d'attentes de l'ère du temps. Voilà, donc sur le besoin d'autorité, de fermeté. Sur la loi immigration, on l'a peut-être pas beaucoup entendu, mais il faisait pas partie des frondeurs ou des gens qui avaient des réserves sur le sujet. Donc en fait, il a eu raison, sinon il serait pas à Matignon. Exactement. Non mais enfin, je veux dire, je pense qu'il a cet instinct qui lui permet d'aller dans le sens du vent. Et le sens du vent, et je suis désolé de vous le dire, mais aujourd'hui en France, il est plutôt, il souffle plutôt vers la droite. Je pense qu'on en est tous conscients et on est tous d'accord là-dessus. Après, donc il insiste beaucoup pour lui, son public clé, et il l'a dit dans le petit extrait que vous avez publié c'est le... Quand il est dans le Pas-de-Calais, ceux qui travaillent, qui se lèvent à la Sarkozy. Les Français moyens, oui. Pour lui, c'est la clé de 2027. C'est la clé de l'élection de 2027. C'est aussi ce que Marine Le Pen a compris depuis longtemps. Mais en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que dans sa capacité à débattre, vous parliez tout à l'heure, Émilie, vous parliez du match des trentenaires avec Jordan Bardella. Je pense qu'on est vraiment au cœur du truc. C'est-à-dire que c'est la personne qu'il faut, en fait, pour réussir à limiter la casse aux prochaines élections
européenne. On le voit d'ailleurs dans le Pas-de-Calais. Hein, il a cette capacité-là. Ouais. Il me semble qu'il a... parce qu'on parle souvent du clone d'Emmanuel Macron. Mais il a cette capacité, vous l'avez dit, d'intuition, un petit peu plus, de sentir ce qui est dans la société et ce que les gens souhaitent. Et c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'il y ait une colonne vertébrale, mais en tout cas, c'est l'idée de s'adapter à ce qui est attendu fortement. Et autre chose, je pense qu'il est beaucoup plus authentique, sincère. Alors, vous avez dit pas la proximité, mais l'authenticité. Et je pense que ça marque. C'est-à-dire, je comprends ce que vous dites, je suis avec vous, même si c'est pas une proximité, mais d'une sincérité. Oui. Et ça, c'est important parce que Marine Le Pen a gagné une partie du cœur des Français grâce à ça, en disant je me place à côté de vous dans votre vie au quotidien, de quoi vous avez besoin. Et je pense que lui, contrairement à Emmanuel Macron, il peut jouer cette carte-là. Emmanuel Macron, on ne sait jamais exactement. Et une des grandes forces de Gabriel Attal, c'est que quand il parle, on comprend ce qu'il dit. Il est plus terre à terre, un peu plus pragmatique. Vous avez un certain nombre de ministres, de politiques, et même le président de la République d'une certaine manière. Je suis désolé, mais dans les termes utilisés, les formules, etc., le discours, parfois ça ne matche pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Et une des qualités de Gabriel Attal, c'est que au moins c'est simple. Et ça, pour le coup, c'est aussi une qualité qu'a Marine Le Pen. Et encore une fois, on revient au match. Ouais. On revient au match. Quand il était porte-parole du gouvernement, ce que nous disaient les Français dans les enquêtes, c'est qu'il est très clair, il a un sens de la pédagogie pour nous expliquer les choses de manière très limpide. Ça fonctionnait bien. Alors, il y a une autre facette de Gabriel Attal, c'est son homosexualité. Il ne la porte pas en étendard, mais il l'assume complètement. L'association SOS Homophobie aujourd'hui se réjouit, je les cite, du fait qu'être homosexuel ou gay aujourd'hui ne soit plus un obstacle à l'exercice de fonctions de premier rang. La société progresse, cette visibilité va dans le bon sens. Ce qui est important toutefois, rajoute SOS Homophobie, ce sont les actes et les politiques menées. Nous attendons un gouvernement qui prend à bras-le-corps la question des violences et des agressions contre les personnes LGBTI et agisse concrètement pour l'égalité des droits. C'est aussi l'une des infos du jour. Florent Rayot, Gabriel Attal, premier Premier ministre gay de la Ve République. On y voit une marque de progrès, on peut le dire, simplement. En tout cas, on y voit une absence de conservatisme. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'il a été très discret sur sa vie privée. Il n'en a parlé que lorsque d'autres l'ont obligé à en parler, l'extrême droite et Juan Branco. Il en a parlé avec pondération et je pense que c'est important de rester sur cette réserve qu'il a appliquée et qui n'est ni un marqueur politique favorable, ni un marqueur politique défavorable. Donc j'ai vu que certains médias, effectivement, en faisaient des éléments importants. Je pense que ça ne définit pas une personne, ça ne définit pas une politique. Évidemment que non. Et je crois il a réussi sur ce point-là à être à peu près pondéré. Et je pense que ça serait appréciable qu'on reste tous sur cette pondération pour ne pas faire de sa vie privée un élément en sa faveur ou en sa défaveur, même si... C'est pour ça que ce ne sera pas le chapitre essentiel de ce débat, on est bien d'accord, mais quand même un mot là-dessus, parce que vous disiez, et c'est vrai que ça a été son choix, une forme de discrétion, sauf que quand on est Premier ministre, Adélaïde Zulfikar-Patrick, on ne peut plus, quoi. C'est-à-dire que les photos de famille de Paris Match, c'est un peu un passage obligé, il va peut-être réussir à y échapper, mais est-ce que ça vous semble compliqué quand on construit une carrière de premier plan d'échapper à cette dimension? Je suis hésitante parce que après effectivement on parle d'orientation sexuelle et pas parce que je pensais spontanément, il n'y a pas de comparatif, mais à la vie privée de François Mitterrand, on savait tous qu'il avait une fille cachée, etc. Et j'ai envie de dire c'est pas la même époque. Pas la même époque, mais c'est pas non plus. Je ne sais pas si c'est un sujet pour les Français en toute honnêteté. Jusqu'à présent, effectivement, il a réussi à cette ascension fulgurante dans l'opinion où il est passé de 15e au classement des personnalités préférées à 3e. Donc on voit bien que à mon avis, c'est un non-sujet comme vous l'avez dit, je pense que voilà, peut-être je pense que la société française est mûre pour ça aujourd'hui. Voilà. Pour le coup, je pense un mot rapide, c'est quand même disruptif. On a un président qui avait même pas 40 ans quand il est devenu président. On a eu une femme Premier ministre, ça faisait quand même 30 ans qu'on attendait ça. On a un Premier ministre qui a 34 ans, qui est très très jeune et qui est gay. Moi, je mettrais tout dans le même panier, c'est-à-dire, c'est quand même des choses très nouvelles que Emmanuel Macron nous apporte. Mais ça ne fait pas pour autant un cap politique. Non, ça ne fait pas un cap, évidemment, mais c'est quand même des choses modernes. Là, il y a une adaptation à la société dans laquelle on vit. Alors, et ce qui est frappant, en revanche, c'est que malgré cette modernité, vous avez parlé aussi de sa communication sur les réseaux sociaux, il n'est pas beaucoup plus populaire chez les jeunes. Au contraire, sa courbe de popularité, elle progresse avec l'âge des Français. Parce qu'il a une structure très... il est très macroniste.
il a une structure très macronienne, exactement, tout à fait. Gabriel Attal, nommé donc Premier ministre un peu après midi. Il va falloir attendre encore un peu pour avoir le gouvernement. Je propose à Tam Ranoui de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Tam, bienvenue. Bonsoir. Vous avez regardé un peu dans le rétro. Il va falloir attendre quelques jours, c'est ça? Oui, les spéculations vont encore pouvoir aller bon train quelques jours. La fumée blanche est attendue pour la fin de semaine. Alors je me suis amusée effectivement à regarder dans le rétro, à regarder comment ça s'était passé depuis 2017. Alors j'ai regardé uniquement les premiers gouvernements des nouveaux premiers ministres. Alors premier gouvernement d'Édouard Philippe, le Premier ministre est nommé le 15 mai 2017 et il faut attendre 2 jours, le 17 mai, pour voir son gouvernement nommé. Premier gouvernement de Jean Castex, le Premier ministre est nommé le 3 juillet 2020, le gouvernement le 6 juillet, il faut attendre donc un jour de plus, 3 jours. Et puis Elisabeth Borne, Première ministre nommée le 16 mai 2022, le gouvernement, il faut attendre 4 jours, le 20 mai. Je ne sais pas si c'est une tendance pour la suite du quinquennat, mais il y a de quoi nous tenir en haleine, nous les journalistes politiques et surtout les chaînes d'infos en continu. Oui, et alors pourquoi c'est aussi long? Il y a des explications. Oui, il y a des choses rationnelles. Bon, déjà sans doute parce qu'Emmanuel Macron, maître des horloges, aime prendre son temps. Mais aussi parce qu'il y a eu des affaires qui ont ébranlé la confiance des Français dans leurs dirigeants politiques, qui ont donné lieu à de nouveaux contrôles sur ces personnalités. Comment ne pas citer l'affaire Cahuzac en 2013, qui a engendré la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la fameuse HATVP. Et puis l'affaire Fillon, qui a fait de la moralisation de la vie politique l'un des axes de la première campagne d'Emmanuel Macron de 2017, qui a eu pour conséquence la loi pour la confiance dans la vie politique. Et d'ailleurs, depuis 2017, les ministres pressentis doivent, si possible, montrer patte blanche avant d'être nommé. Ça explique donc ce délai. Comment ça se passe? Le président de la République, il demande à la HATVP de transmettre les informations dont elle dispose sur toutes ces personnalités. C'est le cas notamment quand les membres pressentis sont des élus ou sont des responsables publics. Donc ça marche forcément moins bien si le ministre pressenti vient du privé. On fait un premier scanner de la situation du futur ministre en termes de patrimoine, d'intérêt. Le président peut aussi demander à l'administration fiscale une attestation qui concerne le paiement des impôts du candidat. Et puis enfin, il peut aussi consulter son casier judiciaire. Et ce n'est pas le seul contrôle effectué par cette haute autorité. Et oui, il y a un autre contrôle dont on entend souvent beaucoup parler, un contrôle plus approfondi, puisque tous les ministres doivent remettre des déclarations complètes de patrimoine, d'intérêt, dans les 2 mois qui suivent leur nomination. Et là, la HATVP passe tout au crible. Elle vérifie si tout est exact, sincère, exhaustif. Elle vérifie les conflits d'intérêts possibles. Ce contrôle, il est tout sauf anodin. En une dizaine d'années, parmi ces célèbres victimes, Thomas Thévenoud et sa phobie administrative, Laura Flessel, ex-ministre des Sports, mais aussi Alain Griset, ou encore la dernière en date, c'était Caroline Cayeux, sortie après des soupçons de sous-évaluation de sa déclaration de patrimoine. Du coup, 2 mois pour faire sa déclaration à la HATVP quand on devient ministre, c'est trop long, selon la haute autorité. Son président Didier Migaud, dans son rapport annuel d'avril dernier, a préconisé une nouvelle mesure que les ministres mettent dès la première semaine, un questionnaire de prévention des conflits d'intérêts, parce qu'un délai trop long peut, je cite, nuire à l'action du gouvernement. Confère les exemples que je vous ai dit. Notez que les membres sortants du gouvernement, et donc Elisabeth Borne par exemple, va aussi devoir déposer une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat, également dans les 2 mois, elle qui quitte donc Matignon pour l'Assemblée. Merci beaucoup Tam. Donc on va se préparer psychologiquement à attendre quelques jours. Stéphane Vernet, il y avait dans le gouvernement d'Elisabeth Borne un certain nombre de poids lourds, peut-être que en tout cas en termes de popularité, Gabriel Attal en faisait partie. Est-ce que ça va... Comment je peux dire ça? Ça peut être compliqué psychologiquement pour, on va citer un Gérald Darmanin, un Bruno Le Maire, de se retrouver d'un seul coup sous les ordres d'un jeune Premier ministre. Alors ça peut, mais je ne suis pas sûr que ce soit la question en fait. Oui. Enfin, moi on a dit beaucoup de choses sur le sujet, etc. Oui. Enfin voilà, mais moi je pense pas que ce soit un problème. Je pense que ça va se jouer à un autre niveau. C'est pas la question de savoir est-ce que Gabriel Attal est trop jeune pour diriger une équipe, etc. Tout l'intérêt de ce qui va être monté, c'est le périmètre des ministères qui vont être définis
et le choix des gens qui vont être mis en place pour les diriger et leur autonomie, leur marge de manœuvre par rapport à l'Élysée et par rapport à Matignon. Et je ne crois pas que la jeunesse de Gabriel Attal soit un souci. Ce qui me fait rigoler dans ce qu'on entend beaucoup dans la bouche des uns et des autres, c'est l'idée, c'est de dire, alors ça vient de l'Élysée, ça vient de certains ministres, ça vient de plein de gens qui étudient la situation, qui disent oui, c'est le moment d'avoir un gouvernement resserré, ça faisait longtemps. avec quelques ministres, des grands pôles, des choses très efficaces, etc. Et à chaque fois, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ça finit à 40. Voilà, il n'y en aura que 10. Et au moment où on découvre la liste, ils sont 40. Ou 45 ou 47. Et pourquoi d'ailleurs c'est impossible d'avoir votre avis là-dessus, Florent Adillot parce qu'il y a un certain nombre de... Alors j'allais dire lobby, mais pas seulement, qui s'expriment en disant « Oh là là, comment est-ce possible? Nous n'avons pas de ministère dédié. » Il y a de ça. Alors d'abord, il faut mettre au moins un ministère par administration, ou plusieurs administrations sur un ministère. Donc il y a des périmètres qui sont d'ores et déjà figés. Ensuite, vous avez effectivement des thématiques qui ne peuvent pas être en déshérence, sans quoi vous avez certes des lobbies, mais sinon une perception d'un désintérêt pour un sujet. Enfin, vous avez aussi des courants, surtout quand vous avez une majorité plurielle, composite, que vous êtes obligé de remercier, d'envoyer des signaux plus ou moins positifs. Et donc, évidemment, chaque chef de parti, chaque chef de courant veut que son motion, son courant soit le plus représenté possible. Et donc, additionner des plus et des plus, à la fin, ça fait des gouvernements à 43 ou 45 ministres, avec des ministres délégués et des secrétaires d'État. Et des poids lourds qui veulent a priori rester. Il y en a un en tout cas qui l'a dit, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. C'est quelques minutes après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Écoutons. Je pense que chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur et que je ne suis pas homme à me dérober quand il y a des policiers, des gendarmes, des préfets qui, il y a quelques jours, on est à 100 jours du relais de la flamme, on est à 200 jours des Jeux Olympiques, vont risquer leur vie, mettre leur réputation en jeu. Moi, je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir et vous savez, de là où je viens, d'une province, d'une famille populaire, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà. Après, il appartient au président de la République de disposer évidemment des postes ministériels. Je suis à sa disposition. Mais je veux dire aux policiers et aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une voie. Et Émilie Zapalski, spécialiste de la com, est-ce qu'il n'y a pas une marque de fébrilité un peu? Il y a un petit peu, c'est un peu caricatural quand même, de lancer tous ces arguments jusqu'à rappeler son profil personnellement ou quoi. Oui, c'est une maladresse, mais ça correspond quand même au style globalement de Gérald Darmanin qui va quand même un peu de manière très directe. Peut-être que ça marche. Moi, ce que j'ai remarqué dans la communication de Gérald Darmanin, c'est que la plupart du temps, ses erreurs ne lui collent pas à la peau. Donc finalement, il a raison peut-être d'avancer de manière très directe. Et c'est vrai que ces derniers temps, il a quand même beaucoup donné, même s'il a échoué sur la loi immigration, à créer des alliances. Adélaïde Zulfi-Karpatzik, est-ce que pour autant, un Emmanuel Macron peut se passer de ses poids lourds, quoi? Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a plus beaucoup, effectivement, dans le gouvernement. Après, en termes... un Bruno Le Maire, par exemple, je pense qu'il a quand même plutôt intérêt à le conserver. Gérald Darmanin, il est beaucoup moins populaire dans l'opinion que n'est Gabriel Attal, mais néanmoins, on lui reconnaît certaines qualités, notamment sur les sujets qui sont les siens. Les questions, justement, de sécurité. Il a réussi comme à imposer plus ou moins sa marque, et c'est vrai qu'il l'a dit lui-même, et c'est quand même une réalité. Il y a les Jeux Olympiques qui sont un gros enjeu pour la France dans 6 mois. Il gère la sécurité depuis maintenant depuis longtemps. C'est pas le meilleur moment de changer de ministre de l'Intérieur. Effectivement, il y a je pense que Emmanuel Macron et je pense pas en plus que les Français. Alors certes, les Français attendaient quand même globalement. On l'avait testé en décembre. Ils étaient les 2 tiers à réclamer un changement de Premier ministre, mais c'était aussi à cause de la séquence retraite qui avait quand même beaucoup affaibli la Première ministre et plus la loi immigration qui ne s'est pas passée exactement comme on le souhaitait. Pour autant, je ne pense pas que les Français attendent vraiment un remaniement de grande ampleur et je crois d'ailleurs qu'ils attendent rien du tout. Enfin, je pense qu'on en parle, nous, beaucoup ici, mais je ne suis pas certaine qu'ils en parlent autant que nous. Stéphane Vernet, il y a une question de coulisses. Comment ça va se passer pour un journaliste politique comme vous, là, les quelques jours qui viennent? C'est-à-dire qu'on va vous abreuver de fausses, vraies rumeurs, vous allez essayer de savoir qui va où? Alors, c'est la phase où tout le monde... Il y a plein de gens qui prêchent le faux pour savoir le vrai et vice-versa. Donc, moi, je pense que vous avez un certain nombre de gens dont le téléphone n'arrête pas de sonner, ou vous avez des amis de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans qui se rappellent à votre bon souvenir.
Donc je pense que la pression, elle va plutôt être du côté de Gabriel Attal et de son entourage. De son cabinet, qui vient d'être formé, ou plutôt à l'Élysée d'ailleurs. Et puis vous avez plein de gens qui font circuler des rumeurs, des vraies ou des fausses informations. On a les ballons d'essai, etc. Mais de toute façon, moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je suis à peu près sûr que Gérald Darmanin va rester en poste, parce qu'effectivement, vous ne changez pas le ministre de l'Intérieur juste avant les JO. Bruno Le Maire restera en poste. Et je vois mal arriver des gens de la société civile, parce que je vous rappelle que le précédent remaniement, en fait, a consisté à virer tous les gens, ou presque, qui venaient de la société civile. Il n'y a pas 10 000 spécialistes. Merci beaucoup. Votre livre, Déjeuner secret dans les coulisses de la réforme des retraites, aux éditions Ouest France. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat.